Au plaisir de vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Les titres du journal. Violence basée sur le genre, l'ONG F2DH a lancé ce samedi un projet d'enquête pour mener des recherches sur ce phénomène dans le pays. L'objectif est de réduire la pratique dans la société. Et puis le stade de Yimbaya, situé dans la commune de Matoto, n'est pas du tout réluisant pour cause les travaux de rénovation sont aux arrêts depuis près de 10 ans. Les jeunes invitent les autorités sportives à s'investir pour sauver le football à la base. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette brève, le ministère guinéen de la Justice vient de faire une mise au point dans un communiqué lu vendredi soir à la télévision nationale. Le département de la Justice garde des Sceaux a annoncé que le président Alpha Condé a recommandé que tous les détenus qui le souhaitent soient suivis tous les jours par leur médecin traitant. Le ministère de la Justice rappelle qu'il a un personnel qualifié qui suit régulièrement tous les détenus et qui s'inquiète donc de leur état de santé au quotidien. Selon le département de la Justice, ce collège médical dûment assermenté pour tous les cas qui le nécessitent procède à des hospitalisations autorisées par le service pénitentiaire. Il en a été ainsi pour plusieurs cas selon le garde des Sceaux. Violence faite aux femmes en période de Covid-19, c'est parti pour 2 mois d'études sur l'ensemble du territoire guinéen. L'initiative est de l'ONG F2DHG avec l'appui de ses partenaires. La cérémonie de lancement a connu la participation de plusieurs défenseurs des droits de l'homme, y compris la ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes, qui promet d'ailleurs d'accompagner le projet. Aoula Tousso, Alseni Kamara pour le compte-rendu. C'est le siège de la dite ONG qui a servi de cadre au lancement officiel du projet de lutte contre les violences faites aux femmes en période de Covid-19. À l'entame de la présentation du projet, la présidente rappelle que plus de la moitié des femmes ont subi au moins une forme de violence physique pendant sa vie, soit 55,7% selon une étude menée en 2017. Moussa Yeroba souligne que le confinement dans le monde à raison de la pandémie a accentué davantage les violences faites aux femmes. Quand une étude sera faite, on fera la typologie des violences enregistrées, une cartographie de ces violences, savoir par exemple par région, quelle violence a été le beaucoup plus remarquée. Est-ce le viol, est-ce les violences conjugales, est-ce la traite des personnes. F2DDHG se bat pour la protection et l'épanouissement de la femme, un engagement qui trouve des échos au niveau des partenaires. Commandant Bernard Tchengiano explique comment son service entend apporter sa contribution. Quand vous prenez par exemple les cas de viol, avant on pouvait faire 1 mois sans recevoir un cas, mais pendant cette période, je vous rassure qu'il n'y a pas une seule semaine où on ne reçoit pas un cas de viol. Donc c'est pour dire que cette période, les gens ont mis cette période, je ne vais pas dire à profit, mais c'est une période qui a contribué à l'augmentation des violences dans les différentes familles. C'est par visioconférence que la ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes a pris part à la cérémonie. Hawa Biavougui rassure que son département va s'investir pour minimiser les VBG. Faire une collaboration avec eux pour pouvoir réellement soutenir son accompagnement, c'est important. Et si nous ne réussissons pas à renforcer la coordination, on ne pourrait jamais être efficace sur le terrain. Le projet de lutte contre les violences faites aux femmes en période de Covid-19 a démarré au mois de février dernier et va s'étendre sur 15 mois. La police nationale guinéenne vient de recevoir un don de la part de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ce don est composé de matériel informatique et de sécurité d'engins roulants. Ce geste de l'ambassade des États-Unis permettra à la police nationale d'équiper ses centres de formation, mais aussi renforcer sa capacité d'intervention des agents dans la sécurisation des populations et de leurs biens. Le compte rendu est signé André Moussier Milimono et Ablaï Kamara. C'est un don composé de 35 ordinateurs, de drones professionnels, mais aussi des motos qui faciliteront la mobilité des formateurs des écoles nationales de police. Ce don arrive à point nommé au moment où les centres de formation de la police en ont besoin. C'est un ouf de soulagement pour l'institution de formation.
car ce matériel rentre dans le cadre non seulement de la formation de nos personnels, mais qui vient renforcer les capacités opérationnelles de l'institution. Au moment où nous nous apprêtons à accueillir un effectif de 1500 nouvelles recrues, et cela nous va droit au cœur. Ce matériel sera utilisé à bon escient. Présent à la cérémonie de remise, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rappelé la volonté de l'ambassade des États-Unis d'accompagner son département dans la gestion de la sécurité des citoyens. Il a ensuite fait une mise en garde aux bénéficiaires de ce don. Tout ceci doit nous aider à assurer le mieux possible notre mission de sécurisation des biens et des personnes. Vous avez ici du matériel de pointe qui a été accompagné de formation, d'expertise, de documents qui permettent de l'exploiter. Ce que je souhaite, comme je le dis tout le temps, c'est que ça ne dorme pas dans les armoires, dans les tiroirs et dans les entrepôts de l'école de police, des commissariats ou des CMIS, c'est que ce soit effectivement utilisé sur le terrain pour les missions auxquelles elles ont été destinées. L'ambassade des États-Unis, à travers son représentant, a promis de poursuivre son assistance auprès des forces de sécurité du pays, notamment par la formation des formateurs des écoles nationales de police. Un projet d'appui à la réduction de l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes conducteurs de mototaxi en période électorale à Conakry et Zérekoré. Un échange pour une priorisation des besoins de taxi moto est organisé ce samedi ici à Conakry. Objectif, trouver un cadre juridique et un accompagnement conséquent. Mamadou Sadio Baldé, Aliouba. Les conseillers communaux, des directeurs de jeunesse, coordinateurs de taxi-moto et des acteurs de la société civile des 5 communes de la capitale discutent de la normalisation du métier de taxi-moto et de leur encadrement. Pour que les besoins et les préoccupations des jeunes conducteurs de mototaxi, qui sont aujourd'hui des acteurs clés de notre vie socio-économique, soient présentés, discutés et pris en compte dans la planification au niveau de la base, dans le sens de la normalisation de leur activité, dans le sens de l'accompagnement en termes d'esprit associatif, mais aussi en termes de résilience, pour ne pas qu'ils basculent dans la violence et dans l'instrumentalisation. 3 institutions accompagnent le projet. Au terme des activités, tous les acteurs se retrouveront pour une évaluation. La poursuite du projet sera conditionnée par le succès de celui en cours. Ce sont des fonds catalytiques. Parce qu'avant ce projet, les gens ne pensaient pas, en fait, n'avaient pas investi dans ce domaine-là. Donc c'est pourquoi le projet s'inscrit dans 18 mois. C'est pour qu'à la fin, qu'on puisse inciter d'autres bailleurs à s'intéresser à la zone, à cette activité. Donc à la fin, il y aura une évaluation finale du projet avec les partenaires du gouvernement, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Le maire de la commune de Ratouma et le ministère de la Jeunesse ont salué l'accompagnement de partenaires et promettent d'œuvrer pour la réussite du projet. Et permettra aussi aux services déconcentrés à la base de prendre en compte les préoccupations de ces jeunes, notamment leur encadrement et aussi leur sécurisation. C'est des jeunes qui sont diplômés, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de possibilité de travailler. Donc si on organise bien le secteur, je pense que ça peut être une très bonne chose. En tout cas, nous sommes avec eux, on les accompagne et on souhaite que tout le monde les accompagne. Que ce soit l'État, que ce soit les bailleurs de fonds. Le lancement de la première édition du Salon de la lecture en abrégé Salek a eu lieu ce samedi ici à Conakry. L'objectif est de pousser les élèves et étudiants guinéens à s'intéresser à la lecture, renforcer leurs capacités et leur niveau. L'initiative d'un groupe de jeunes amoureux du livre et soucieux de l'avenir de ce pays. Compte rendu, Justin Leno, Ibrahima Souri Kamara. Le Salon de la lecture en abrégé Salek est une compétition littéraire interscolaire et interuniversitaire.
Il vise à renforcer les capacités des élèves et étudiants guinéens en leur inculquant le goût de la lecture. L'initiative a été mise en place parce qu'on a constaté que nous sommes dans un pays où la lecture est tout sauf une priorité. Alors, ça se dit dans la plupart des cas que l'élève guinéen n'a pas de niveau ou que l'étudiant guinéen n'a pas de niveau ou alors que le Guinéen en général n'a pas la culture de la lecture. D'accord, c'est vrai, c'est une réalité qui existe. Mais nous, de notre côté, qu'est-ce que nous avons fait pour inverser la tendance? Et justement, le SALEC vient pas pour blâmer ou répéter la même chose que les autres ont déjà dit, c'est d'apporter des solutions au système éducatif guinéen. La première édition de cet événement a démarré ce samedi par une formation en développement personnel et en mind mapping, une méthode facile pour résumer un texte littéraire. Cet outil s'appelle la carte cognitive ou la mind mapping. L'objectif de cet outil, en fait, c'est vraiment une hiérarchisation de liens entre les données, dont l'objectif est justement de structurer et de faire émerger en fait une information. 69 candidats participent à cette première édition du Salon de la lecture. Ils bénéficieront des livres qu'ils vont lire avant de restituer le contenu. Toute personne qui lit est une personne cultivée et nous remarquons ces dernières années, plusieurs étudiants ou élèves ont du mal à lire, à avoir l'amour de la lecture. Les 24 et 25 mars sont les dates retenues pour la présélection entre 15 écoles pour 45 candidats. Nombreux sont les jeunes qui ne lisent pas. Ils n'ont pas un certain niveau de culture générale. Et quand on entend parler de culture générale, c'est quelqu'un qui lit. Une seconde présélection se fera le 26 mars entre 8 universités pour 24 candidats. La finale, elle, est prévue pour le 10 avril entre écoles et universités. Cérémonie de distinction des femmes, l'initiative est du journal des actes posés. Pour cette édition, la DGA de l'OPROGEM, la secrétaire générale du ministère de l'Action sociale et la responsable de l'ONG Initiative Femmes ont été primées. L'idée est de féliciter et encourager les femmes dans leur secteur respectif. Alceli Bari commente les images d'Aboubacar Din Kamara. Il récompense les femmes pour les efforts fournis dans leur émancipation. Ces femmes, dit-il, qui aident le gouvernement dans son programme pour les femmes. Elles se démultiplient, parfois cravachent mieux que les hommes dans les différents domaines d'activité. Il faut donc les récompenser et les encourager, estime le directeur de publication du journal des actes posés. Quand je parle des femmes, je parle à l'autonomisation de ces femmes-là, parce que même si le gouvernement a une politique pour la mise en œuvre de cette politique sur le terrain, il faut qu'il y ait des femmes. Et ce sont ces femmes-là que nous avons pris aujourd'hui comme des exemples. Nous les avons décerné des trophées et des satisfecits pour les encourager à continuer dans ce sens pour leur pays, pour leurs compatriotes. Pour cette première édition, 10 femmes ont été primées. Parmi elles, la directrice adjointe de l'OPROGEM, la secrétaire générale du ministère de l'Action sociale et la responsable de l'ONG Initiative Femmes. Toutes saluent cette cérémonie qui met en nu leur performance. Je dédie ce satisfecit à tout l'OPROGEM, au personnel de l'OPROGEM, aux dames qui m'ont accompagné et aux hommes qui ne sont pas venus. Et ça me réconforte à plus d'un titre que désormais, si je mettais un pas en arrière, je vais encore redoubler mes efforts. Les organisateurs promettent de continuer à magnifier ces femmes qui se distinguent dans leur secteur respectif. Ils comptent pérenniser cet événement comme la soirée des actes posés qui fait déjà des merveilles. Les autorités guinéennes avaient démarré les travaux de rénovation du stade de Yimbaya en 2011. Le stade présente à ce jour une image peu reluisante, je vous le disais au sommaire. Des travaux sont inachevés, la tribune, les toilettes et même les installations électriques qui devaient donc servir le stade pour autre activité pendant les nuits ne fonctionnent plus. Ali Badara Kamara, Amara Alex Kamara pour le reportage. Voici le stade Sodiko, situé dans le quartier Yimbaya, commune de Matoto. Ce stade accueille, au-delà des sportifs des 4 quartiers de Yimbaya, d'autres quartiers de la capitale. Des travaux de réaménagement et de réhabilitation ont été engagés en 2011. Des travaux inachevés.
10 ans après, comme vous le voyez sur ces images de ce temple de sport, les jeunes sportifs pratiquent le football dans des conditions peu favorables où les risques de blessures sont élevés. Ici, les amoureux du sport roi sont exposés aux intempéries de la nature. Pas de vestiaires, ni de tribunes dignes de nom. Le terrain là égorge plus de les 4 Gimbaya et les 3 Tanen et les 2 Tanen. Presque tout le monde se retrouve ici. Mais il faut voir l'état du terrain. On dirait qu'on n'a pas même pas l'autorité communale. C'est abandonné à lui-même. Seulement c'est l'administrateur qui se bat et avec les entourneurs valables comme ça là, qui se bat pour le suivi du stade. Des douches, des lampadaires installés pour assurer l'éclairage ne fonctionnent presque plus depuis des années selon nos interlocuteurs. Pourtant, 52 équipes s'entraînent ici de 6h à 19h30. Actuellement, ici, de 6h30 jusqu'à 19h, il y a 52 équipes qui s'entraînent ici, côté cadet comme minime. Le temps qui est donné à chaque équipe, il y a des équipes qui ont 1h30 minutes d'entraînement. Il y a les équipes qui ont 30 minutes d'entraînement. Les enfants, il y a les équipes qui ont 1 heure d'entraînement. Cet espace sportif est aussi utilisé pour d'autres fins par des hommes politiques. Selon le président de la jeunesse, plusieurs promesses ont été tenues dans le cadre de la mise en place d'une infrastructure moderne en vain. Le chef secteur, lui, trouve la nécessité d'encourager la génération montante. Il faut encourager la jeunesse. Qui dit encourager la jeunesse, il faut mettre les infrastructures dignes de ce nom. Nous avons le terrain là ici, mais il y a des petites difficultés qui se trouvent sur le terrain, notamment pour la mise, la synthétique sur le terrain et la couverture des tribunes. S'il faut même un peu prolonger le terrain pour qu'il y ait au moins les championnats nationaux dans le terrain. Au-delà d'être un endroit du football à la base, chaque week-end, les anciens sociétaires de Syrie nationale se rencontrent ici. Mais seul souci, la pratique du sport sur la terre battue n'est plus adaptée au football moderne. En fait, moi je pense que c'est un terrain où on doit mettre du synthétique. Ça va faire du bien au quartier et puis aux jeunes, à la jeunesse aussi, quoi. Voilà. Des conditions qui ne laissent pas indifférents des anciens joueurs du Rorea AC. Bon, la condition n'est pas assez favorable, mais on tient avec. Parce qu'on sait que on a le problème de terrain. On peut rien contre ça. On a ça qu'on s'adopte avec ça, quoi. Les autorités viennent ici pour nous aider à avoir un bon terrain, pour avoir un bon terrain synthétique. On a besoin de ça. L'ancien défenseur de l'équipe nationale, Oumar Kalaban, a aussi débuté sa carrière dans ce stade avec le club informel de Soriba Caster. Il interpelle les autorités. Vraiment, c'est vraiment dommage, quoi. Moi, j'ai presque commencé ici. J'ai commencé au stade de l'SBK là-bas. Et après, je suis venu ici à Yimbaya, à l'équipe de Caster. Je ne sais pas si vous connaissez Caster. Voilà, donc j'ai vraiment évolué ici. Donc en voyant le stade comme ça, vraiment, j'ai mal au cœur, quoi. J'ai mal au cœur. Moi, je n'ai pas les moyens de faire ce stade-là. Mais si vraiment, s'il y a quelqu'un qui peut faire le stade là, vraiment, c'est bénéfique pour la jeunesse guinéenne et pour le football guinéen, quoi. Pour promouvoir le football à la base, le président de la jeunesse de Yimbaya sollicite. Les gens qui veulent diriger le football et les gens qui dirigent le football actuellement, je demande leur bonne volonté, ils n'ont qu'à venir à l'aide du stade de Yimbaya. Yimbaya souffre, Matoto souffre. Ils n'ont qu'à venir à l'aide pour le stade de Yimbaya. Si la saison pluvieuse vous trouve ici, les enfants n'ont pas où casser la tête. Les enfants passent toute la journée sous la pluie et sous le soleil. Pardonnez, on demande les autorités de football et les autorités communales, parce que l'infrastructure appartient d'abord à la commune. Je demande les autorités communales de Matoto de faire face à ce stade-là. Plus loin, il souhaite la construction d'une maison des jeunes pour la jeunesse de Yimbaya.
Un reportage signé Ali Badara Kamara. Ainsi prend fin ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction, coordonnée à la régie par Abouakar Fotesouma et Lamine Sidibé. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.